Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans En route pour demain, votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et Tech & Co. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison et pour ce premier numéro, nous vous avons préparé un spécial 2 roues. Futur contrôle technique, accessoires de sécurité, mais aussi moto électrique. On fait le point sur tout ce qui change à la rentrée pour les usagers des scooters et des motos. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain sur BFM Business et Tech & Co. Chaque week-end pour parler mobilité. Alors, conducteur de scooter, de moto, cet été, vous vous êtes peut-être posé la question, est-ce qu'à la rentrée, il va falloir que je fasse passer le contrôle technique de mon deux roues? Alors, multiples décisions de justice, des rétropédalages du gouvernement. On ne comprend plus vraiment grand-chose à ce nouveau contrôle technique. C'est un peu la pagaille sur cette histoire. Pascal Samama, bonjour. Bonjour Pauline. C'est pas la pagaille, c'est un débat d'experts et d'experts en législation européenne et d'application des directives européennes. Un débat qui dure, parce qu'on y est depuis 2014 quand même sur cette histoire. Depuis 2012. En 2012, l'Europe a voulu harmoniser en fait le contrôle technique sur tous les pays de l'Union européenne, les 27 pays. Pourquoi? Pour faire baisser la mortalité en ayant des contrôles plus stricts des engins sur lesquels on roule tous les jours ou même de temps en temps. Alors pour ceux qui ont raté l'histoire, 2012, il y a cette décision, il y a ce projet. 2014, on décide d'accorder aux pays qui ne sont pas, parce qu'il y avait déjà quelques pays qui avaient le contrôle technique, donc aux pays qui ne le sont pas, une date butoir d'application en 2022. La France, 10 ans plus tard. Nous sommes 8 ans plus tard. La France a jusqu'à 2022 pour transposer la directive. 2021, on est en pleine pandémie. Emmanuel Macron décide d'annuler un décret qui vient juste d'être publié pour programmer le contrôle technique. Alors attendez, c'est compliqué. Le gouvernement abroge le 26 juillet le décret, le 26 juillet dernier, et dès le lendemain de cette abrogation, c'est le Conseil d'État qui annule la décision de suspension du décret au motif qu'elle a été prise par le ministre du Transport et non le Premier ministre. Bref, il va falloir passer un master en droit international pour comprendre si oui ou non, un jour, on va devoir faire le contrôle technique des deux roues motorisées. Alors c'est vrai qu'on est sur un véritable feuilleton, mais en fait, quel est le cœur du problème? Parce que finalement, cette décision, elle a surtout pour but d'éviter qu'il y ait des accidents de la route qui seraient causés par des soucis mécaniques. Et bien justement, c'est là que les motards français, et d'autres aussi, pas que les Français, sont pas d'accord. En France, par exemple, il y a les accidents causés pour des raisons mécaniques, c'est 0,4% des accidents mortels. Le reste, la grosse part des accidents mortels, c'est quoi? C'est comme partout, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est l'inexpérience et bien sûr, c'est la vitesse. Alors, le contrôle technique, ça vise aussi une surveillance de la pollution atmosphérique et pollution sonore. C'est pour ça qu'il y a des associations comme Respire, comme Râle Scoot, qui sont intervenants dans ces décisions et qui surveillent de près justement l'application du contrôle technique. Mais pour le mettre en place, il faut créer des centaines de centres, il va falloir former des milliers d'experts, il va falloir disséminer tous ces centres partout en France pour qu'ils soient accessibles à tous. Bref, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Oui. Même si on décidait demain de le mettre en place, il faudrait la mécanique derrière pour le faire. Oui, et là, on n'y est pas. On n'y est vraiment pas. Même si le contrôle automobile a été plus ou moins rapide à mettre en place, je crois que ça a duré entre la directive et l'application, je crois que ça a duré 2 ou 3 ans, c'était préparé longtemps à l'avance. Là, on n'est absolument pas préparé. Si on était contraint aujourd'hui, il faudrait quelques années avant de le mettre en application. Et du coup, ça veut dire qu'on ne fait rien, l'affaire est close, ou il y a des épisodes qui vont venir? Non, il y a vraiment une discussion entre la France et l'Europe. D'ailleurs, il n'y a pas que la France qui est dans ces discussions. Il y a aussi la Finlande et le Danemark qui ont proposé des alternatives à la directive. Ils proposent comme alternative, par exemple, de mieux surveiller la pollution, de mieux surveiller les nuisances sonores, de mettre en place une plus forte surveillance par les autorités de ces trucs-là. Donc, si l'Europe décide, oui, accepte les alternatives, ça peut être mis en place rapidement. Et si ça ne l'est pas,
on va passer par l'amende de l'Europe sur la France. Donc le dossier n'est pas fini, on aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Je pense pour la prochaine décennie, oui. Merci beaucoup Pascal Savama, journaliste BFM Business. Et tu vas rester avec moi en plateau Pascal, puisqu'on va continuer à parler sécurité à moto et notamment airbag avec notre invité. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Et on poursuit avec ce numéro spécial 2 roues. On va parler maintenant sécurité. Casque, gants sont obligatoires pour circuler à 2 roues, ça on le sait, mais il y a aussi de nombreux autres accessoires qui permettent de contribuer à la sécurité. C'est le credo d'Eudoxy. Camille Pigeonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de cette marque avec Caroline Merville. Alors est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire qu'est-ce que Eudoxy ? Eudoxy, simplement, c'est de l'équipement moto pour femmes. Alors, dans les équipements moto, on pense donc aux gants que vous avez avec vous, le blouson donc obligatoire, je le disais. Mais alors, Pascal, il y a aussi les airbags. C'est un équipement de sécurité qui n'est pas obligatoire, mais qui est de plus en plus en vogue chez les motards. Exactement, il en existe pour hommes et pour femmes, évidemment. Et les airbags, c'est quoi? C'est un système comme les airbags de voiture. C'est un gilet qu'on met sur soi. Voilà, Essia. Alors, on a Essia Lacroix, notre GRI, qui joue aujourd'hui les mannequins testeurs d'airbags. Alors, ça protège quoi? Ça protège les vertèbres, cervicales, dorsales, lombaires et la cage thoracique parce que c'est les principaux organes touchés lors des accidents plutôt violents. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des airbags. Il existe 2 sortes d'airbags. Celui-là est filaire, il en existe aussi sans contact. Pour nos auditeurs à la radio, donc Essia a un gilet en fait sans manche et devant il y a un petit câble donc, qui est normalement relié à la moto. Joli. Et je suppose que quand le petit câble se détache de la moto, c'est là que c'est là que ça gonfle et c'est là que le pilote est totalement protégé et en cas de chute, protège bien sûr le dos, le ventre, l'abdomen. Voilà. Donc voilà, donc là ce qui vient de faire, je vous le dis pour que si vous nous écoutez en radio, donc le bruit en fait c'était le gilet qui vient d'exploser. Donc Essia a eu peur, nous aussi sur le plateau on s'y attendait pas, c'est quand même beaucoup de bruit. Et donc le gilet a gonflé autour d'Essia et surtout a gonflé au niveau du cou en fait. Alors voilà, elle peut se tourner, elle est totalement protégée derrière. Ouais, le dos est en fait, très dur. On sent le thorax qui est bien protégé. Et là, le bruit qu'on entend, le chic vertébral. qu'on entend, c'est le gilet qui commence à se dégonfler, mais très, très, très lentement pour permettre justement à la personne qui a eu l'accident de se remettre, tranquillement. Et là, si elle l'enlève, on va voir l'intérieur du gilet. Alors, vous voyez, c'est vraiment... C'est pas facile à enlever une fois qu'il est gonflé parce que ça... Et là, on peut voir que l'intérieur, là, vous avez la colonne vertébrale qui est protégée par ces 2 ballons. Il y a une dorsale. Bref, c'est un outil. On avait un gilet tout souple avant et là, on a un gilet vraiment complètement rigide. C'est une coque, c'est vraiment une coque. Alors, ce n'est pas obligatoire, évidemment. C'est largement préconisé par le gouvernement, par les équipementiers, par les assureurs qui proposent même de financer en partie les gilets. Et à quoi ça sert? Justement, à éviter de se faire très très mal, voire de ne plus pouvoir monter sur un 2 roues. Et en termes de tarifs, justement, Pascal, tu disais les assureurs peuvent aider, combien ça coûte? Alors justement, en termes de tarifs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un gilet filaire, ça démarre à 299 €, ce qui n'est pas très très cher, et un sans contact démarre à 399 €. C'est des gilets, c'est de la technologie française, pour remercier la société Timax qui nous les a prêtés. C'est des gilets qui vendent. Et puis voilà, donc c'est un accessoire à privilégier quand on est à 2 roues ou au mieux une dorsale. Et qui se recharge avec une petite capsule. Et qui se recharge avec une petite capsule qui coûte 20 €. Mais bon, on ne la change pas régulièrement. Camille, ce genre de gilet, donc du coup il y en a pour hommes, pour femmes, est-ce que ça change quelque chose dans la conception des équipements quand on travaille comme vous sur du matériel 100% pour les filles? Tout à fait, parce qu'il faut l'intégrer vraiment dans la veste. Alors nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Pour l'instant, nous, on fait des protections à l'intérieur des vêtements. C'est vrai que c'est des projets qu'on a en cours, mais ça prend beaucoup d'années de développement. Et c'est vrai que ça commence là sur le marché à être bien connu et reconnu, mais l'airbag, on n'en voit pas partout encore. Il n'y a pas beaucoup de motards qui en portent. 5%, 5% des motards français, c'est très tout à peu. fait. C'est très peu, mais en même temps, la France est le premier pays européen en termes d'utilisation d'airbag. Ça veut dire que les autres pays, c'est vraiment, 1 à 2%.
Justement, en termes de, vous le disiez à l'instant, vous, c'est des équipements que vous intégrez, donc de protection au niveau des épaules, des bras. Pourquoi avoir voulu aller sur des vêtements spécialement pour les femmes? C'est quoi les spécificités pour les filles? Eh ben, c'est qu'on conduit des super belles motos. Donc, on a envie aussi d'être belle sur sa moto. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire de la moto à partir de 20 ans, puisque ma famille faisait de la moto. Et j'aime bien la mode aussi. Et c'est vrai que l'équipement moto qu'on nous propose, elles sont souvent, je dirais, ce que j'utilise comme mot, souvent, c'est pas sincère, en fait, avec les femmes. C'est-à-dire que on prend un vêtement masculin, on va mettre un peu de rose, on va réduire la taille, mais il va pas y avoir vraiment de recherche de style autour de la moto. Alors que finalement, voilà, c'est vrai que quand on conduit une moto, il y a vraiment des sensations quand même assez particulières de liberté, de puissance, de la machine. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu allier la mode et la moto pour que ça fasse un ensemble bien sympa, quoi. Du coup, aussi en termes de tarifs, ça change quelque chose parce qu'on s'imagine toujours vêtements plus beaux, d'où vêtements plus chers. En fait, vous avez plusieurs gammes de tarifs. Comment ça fonctionne? Oui, alors on essaie aussi de pouvoir apporter un vêtement de qualité sans non plus assassiner le client. Donc, par exemple, la veste que je porte, elle vaut 219 € et dedans, j'ai même les protections intégrées. On ne les voit pas, mais elles sont dedans. Oui, on a l'impression que vous avez juste un petit blouson de ville, qu'on sont quand même un peu plus rigides. Voilà, mais du coup, tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur, ouais, c'est ça. Bon, là, j'ai pas mis la dorsale quand même parce qu'en ville, il n'y a peut-être pas besoin. Mais la dorsale est fournie. Mais la dorsale est fournie. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est fournir un équipement clé en main parce que souvent, la dorsale est achetée à part. Ouais. On se dit, quand on achète un vêtement moto, on veut tout dedans, quoi. Donc, ça ne sert à rien de proposer au client de racheter une dorsale derrière. Donc, on vend tout ensemble et on développe nos produits de A à Z. On a un peu des extraterrestres sur le marché de l'équipement moto. Ils ne voient pas ça souvent parce qu'on prend de la mode, mais aussi... on s'inspire pas mal aussi de tous les codes moto qu'il y a eu de tous les temps. On va aller chercher du pins, du patch. Là, par exemple, on s'est inspiré de vestes NASCAR. Je ne sais pas si vous connaissez forcément. Discipline automobile américaine bien connue. C'est ça. Et c'est un peu ça le truc, c'est de rester donc du coup sincère et apporter un équipement beau, efficace. Et puis surtout dire aux femmes... maintenant, vous n'avez plus de raison de ne pas conduire de moto. Ça représente quoi la population féminine en moto? Parce qu'on en voit de plus en plus, notamment en ville. C'est vrai que sur des 125, on a envie Voilà, c'est une manière de se déplacer assez sympa et un peu différente, mais ça représente beaucoup de... Il y a beaucoup de motards. C'est pas énorme. On est sur 20%. Il y en a de plus en plus qui passent le permis moto, mais de femmes qui roulent régulièrement, c'est un peu plus rare, mais nous, on essaie vraiment de leur donner envie en tous les cas. C'est ce qu'il y a derrière Eudoxie, en fait. C'est ce côté qui est la marque, c'est les vêtements, c'est ce qui est palpable. Et puis le non palpable, c'est ça, un peu, c'est leur dire, non, tu peux conduire une moto. C'est pas parce que tu fais 1m50 et 50 kg que tu peux pas conduire une moto. C'est pas trop rapide pour toi, tu pourras le contrôler. Et surtout... leur dire quand on est derrière quelqu'un, en fait, ça fait toujours plus peur la moto. Alors que quand on la conduit soi-même, on peut savoir à quelle vitesse on veut aller, prendre ses propres risques, et c'est ça qui est intéressant. Vous êtes à 2 doigts de faire de la formation pour aider les femmes à piloter, à préparer le permis de conduire. Et je crois que déjà que vous organisez des voyages à moto entre filles, c'est ça ? Tout à fait. Tous les ans, on fait un voyage qui s'appelle le Split Chain. Donc, on invite des personnalités féminines engagées en France. Donc, ça peut être des championnes de snowboard freeride, des championnes de skate. On a eu des chanteuses, des participantes à Koh-Lanta. On essaie de trouver, on recrute en tous les cas ces profils de femmes atypiques. Et puis, certaines ont déjà le permis moto, donc elles partent avec nous. Et d'autres ne l'ont pas. Et là, c'est nous qui leur faisons passer le permis moto et pour qu'elles passent un petit moment avec nous. Donc, c'est sur un format de 5 jours. Là, cette année, on est parti en Sardaigne. Et c'est pour montrer à notre communauté, à leur communauté aussi, que la moto, c'est vraiment sympa. Et quand on est une fille, on peut en faire, quoi. Eudoxie, vous êtes combien dans la société à travailler aujourd'hui? On est 5 aujourd'hui, ouais. Et en termes de production, du coup, vous c'est assemblé où? Vous travaillez avec quelles usines? Alors, on travaille, pour tout ce qui est coton, on essaie de travailler au maximum le plus proche de nous. Bon, c'est vrai que dans la moto, il y a beaucoup de cuir, donc le cuir est généralement fait au Pakistan. Donc, on travaille avec une usine très premium pakistanaise qui est aussi à ce côté mode. Donc, on l'a amenée plus vers le côté moto. Elle faisait un peu mode et moto et on a développé avec elle ces produits-là. Donc, on travaille en direct avec l'entreprise. On ne passe pas par des agents et on s'assure
sûr du circuit j'oublie mes mots. De fabrication, de fabrication, des vêtements, voilà. Coton au Portugal, on fait pas mal de petits accessoires en Espagne aussi. Certaines pièces sont transformées aussi en France. Donc voilà, on essaie de lier tout ça, mais on a beaucoup de challenges quand même. Et justement, le plus gros challenge en ce moment, c'est quoi pour Eudoxie ? Eh bien, c'est passer les homologations, donc CE, pour nos vêtements. C'est-à-dire que tous les vêtements qu'on met sur le marché donc, ont une homologation. Donc, on travaille main dans la main avec des labos pour que les produits puissent passer les tests et aller sur la route. Donc, quand je vous dis, c'est qu'on est un peu des extraterrestres et qu'on apporte vraiment de nouvelles idées, de nouveaux produits et de nouvelles matières. Et ça, voilà, c'est sûr qu'il faut développer en fait toutes ces techniques de produits. Vous travaillez aussi avec des constructeurs. Sur votre blouson, il y a un patch BMW. C'est un accord qui est entre Eudoxie et BMW ou d'autres constructeurs aussi peut-être? Tout à fait. Cette année, le split chain, on est parti avec BMW, on est parti avec aussi un gros site internet qui s'appelle Motoblues, AMV et Vintage Rage. Donc, c'est des personnes en fait qui nous suivent dans nos aventures et qui ont envie aussi de parler de la moto au féminin. Donc, on travaille avec plusieurs constructeurs dans l'année sur des temps forts. Justement, on a un regard assez éclectique sur la moto, c'est-à-dire qu'on n'est pas encarqué chopper ou roadster ou piste. On essaie de parler vraiment à tout le monde et de s'adapter vraiment à tout le monde. Effectivement, on a vu devant votre stand sur le Wheels and Waves des motos. Il n'y avait pas qu'un seul modèle, il n'y avait pas qu'une seule marque. Tout à fait, tout à fait. C'est important, justement, on n'est pas beaucoup de filles, donc il faut aussi qu'on s'entraide les unes les autres et c'est important de parler à tout le monde. Et vous, justement, vous roulez en quoi? C'est quoi votre moto de tous les jours, votre chouchoute? Moi, je roule en Harley Davidson, un petit modèle, un Iron full black que j'ai depuis que j'ai commencé la moto. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est une moto qui est très, très visuelle, c'est un très bel objet. En tout cas, Camille Pigeonnier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a vraiment envie moi, j'ai du coup envie de m'y mettre et c'est vrai qu'on vous nous avez vraiment transmis votre passion. Pascal, tu vas rester encore un petit peu avec nous parce qu'en fait, l'essai de la semaine, c'est toi qui le signe. C'est une petite moto, parce que si on n'est pas sur une grosse Harley, on est sur une petite 125, plutôt typée pour la ville, plutôt typée pour les trajets du quotidien. Son nom, c'est la Blue Rock Hunt et ce sont des images d'Essia-Lacroix. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Et nous voici sur le Wheels and Waves Festival à Biarritz, sous la pluie. Cet événement est dédié aux motos, au surf et au skateboard. Nous sommes là pour tester la dernière moto de chez Blue Rock. Blue Rock, c'est une marque belge. Et cette moto, c'est la Hunt, une moto 125 cm3, faite pour la ville, mais assez joueuse. C'est une moto qui se conduit donc avec un permis B et les 7 heures de formation. On va tester ça cet après-midi en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie. La Blue Rock XC Hunt a tout d'une grande, ou presque. Malgré sa puissance de 11,6 chevaux, ce roadster de 125 cm3 au look vintage offre une conduite souple avec des reprises plutôt énergiques grâce à son poids plume d'à peine 120 kg. Le guidon est haut et permet une bonne prise en main par les débutants. La selle permet de transporter un passager confortablement et sa hauteur met cette moto à la portée de tous. Conçue pour les petites escapades sur les chemins, la XC est aussi à l'aise en ville. Ses pneus à crampons sont faits pour la route. Elle offre un freinage CBS couplé avant et arrière plutôt efficace. Le tableau de bord est complet. Sur le cadran digital, on trouve un compteur, un compte-tours, la jauge à essence, le voltage de la batterie, l'heure et le rapport enclenché. Donc après 1 heure de conduite sur les routes du Pays Basque avec la Hunt, le Scrambler de Blue Rock, cette moto est agréable à conduire, ça c'est évident, elle est souple, elle n'est pas nerveuse, c'est pas une moto sportive évidemment, c'est une moto plutôt agréable, les freins sont un peu fermes, ce qui est normal, la moto est toute neuve, et puis enfin son prix, qui va peut-être en séduire plus d'un, 2 799 €. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, en région. Allez, on termine cette émission avec notre rubrique en région et on va rester au Pays Basque, toujours au festival Wheels and Waves, donc qui mêle surf et également moto et qui s'est tenu début juillet. Dans ce rendez-vous de bikers, Pascal Samama et Essia Lacroix ont été assez joueurs puisqu'ils ont demandé aux
familiers d'Harley-Davidson, s'ils étaient prêts à passer à la moto électrique. Et vous allez voir, les réponses sont assez surprenantes. On aurait pu voir MotoWatt sur un salon de geeks comme Vivatech ou le CES de Las Vegas, mais c'est aux bikers venus à Biarritz pour le festival Wheels and Waves que la start-up française a dévoilé sa moto électrique qui sera commercialisée l'an prochain. C'est une moto électrique assez innovante avec 2 roues motrices, accessible par le permis 125, mais avec une puissance crête assez élevée puisqu'on est quasiment sur du 40 chevaux, donc des performances d'une 400 cm3. On essaye de convaincre effectivement, parce que c'est le futur, hein, la loi sur la mobilité va mettre fin au moteur thermique normalement en 2035, les véhicules neufs, donc c'est quelque chose d'inéluctable maintenant l'électrique. Et il n'était pas le seul à vouloir conquérir le cœur des motards. Dans les allées du festival, d'autres constructeurs européens présentaient des montures propres et silencieuses. Le Suédois Cakebike a présenté 3 modèles aux lignes futuristes. Le Wheels, depuis longtemps, représente toute une série de valeurs que sont le surf, le skate, la moto, donc la mobilité en général, qui sont des valeurs qui sont très fortes dans l'ADN de la marque. Et aujourd'hui, notre rôle ici, c'est de présenter nos modèles, mais surtout d'évangéliser un petit peu l'électrique auprès d'une audience qui est basée sur, on va dire, de très fortes valeurs traditionnelles, la moto, etc. Autre Suédois, Regent veut s'imposer dans le néo-rétro avec des motos électriques accessibles au permis B ou A1. Ces modèles s'inspirent de modèles iconiques, mais leur réservoir accueille de quoi les recharger. Pour Jérôme Allais, cofondateur du festival, la transition est en marche. Il y a très longtemps que la moto électrique participe au festival. On accueillait déjà il y a quelques années des prototypes qui concouraient d'ailleurs, notamment sur le Race Kibel à la Punks Peak avec des motos électriques, il n'y en avait pas beaucoup. Mais voilà, les choses évoluent, les temps changent et on s'adapte aussi. Mais cette année, la moto électrique est bien présente, avec des marques relativement importantes sur la scène globale. Et cette année, la piste de flat track a même fait une place aux motos électriques pour une course silencieuse, mais tout en puissance. On est un petit peu frustrés pour être tout à fait honnête parce qu'on avait prévu l'année dernière d'organiser la première course de flat track électrique. L'événement n'ayant pas eu lieu, nous n'avons pas pu, mais on organise quelques hits à El Rollo, à Magesque. La tendance électrique est plus globale. Pour Eudoxie, une marque d'équipement pour femmes qui allie plaisir de rouler et préservation de la planète. On est vraiment très sensible à ça. C'est vrai que la moto est en train de passer le pas de l'électrique, un peu comme la voiture. Je pense que c'est un peu plus en retard, mais nous aussi, quand on crée nos vêtements, on essaie de travailler sur des circuits courts avec des pièces vraiment premium et sur des matières vraiment en pensant à toute l'écologie derrière. La moto électrique, bien sûr, c'est la moto de demain et on fait des test rides pour justement découvrir ces nouveaux modèles et les présenter au grand public. Pour Jérôme Allais, les deux motorisations ne s'opposent pas, mais l'électrique pourrait réussir le défi de relancer une industrie française de la moto. Tout le monde ressent une accélération et il faut aller vite. C'est de la technologie et en France, je pense qu'on a suffisamment de savoir-faire et de personnes compétentes pour s'engager dans cette voie. En attendant, les constructeurs vont devoir séduire les clients. Avec le stationnement payant pour le thermique et la multiplication des zones à faible émission, les ventes s'accélèrent mais restent anecdotiques. En 2021, en France, la moto électrique n'a représenté que 0,5% des ventes. Tout reste à faire. Et voilà, c'est déjà fini pour ce nouveau numéro d'En route pour demain, spécial 2 roues. Merci beaucoup à Pascal Samama de m'avoir aidé à préparer ce numéro inédit. Merci aussi à Essia Lacroix et ravi de vous retrouver la semaine prochaine, de plus en plus nombreux. Passez un très très bon week-end. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.